Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette conférence sur l'accueil et l'accompagnement des parcours des agents en situation de handicap dans la fonction publique. Donc on va avoir une approche très large puisqu'on va parler des 3 versants de la fonction publique, État, collectivité locale et puis fonction publique hospitalière. Et donc, on va vous faire une présentation à 2 voix, mais l'objectif, c'est surtout qu'on puisse échanger avec vous et répondre à vos questions. Comme en plus, on n'est pas extrêmement nombreux, il faut que ce soit le plus interactif et le plus intéressant pour vous, cette conférence, et que ça réponde vraiment à vos demandes, dans toute la mesure du possible. Et alors, peut-être avant de démarrer, de se présenter. Donc, moi-même, je suis Marine Neuville, directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Je vous dirai quelques mots tout à l'heure sur qui on est et ce qu'on fait justement pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, merci d'être là pour ce petit atelier. Moi, je suis Catherine Leroy. Je travaille à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui est chargée des ressources humaines, des agents publics, des 3 versants, et en particulier de ce qui concerne tout ce qui est mis en place pour le recrutement, les parcours professionnels des personnes qui sont en situation de handicap dans la fonction publique. On va vous présenter un petit peu tout ce qui est mis en place, mais n'hésitez pas à nous interrompre au fil de la présentation si vous avez des questions. Et peut-être avant de commencer, je sais que parmi vous, il y a des agents publics. Et est-ce qu'il y a aussi des étudiants? Et voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans la présentation? Moi, je suis diplômée depuis décembre et je fais la recherche. D'accord. Très bien. Bon, allons-y. Alors, déjà, vous dire ce que c'est la fonction publique s'il y a parmi vous des étudiants. De la fonction publique, on ne le sait pas assez, c'est une grande diversité de métiers, donc plus de 1000 métiers dans 3 versants. Donc, on a l'habitude de dire qu'il y a un versant de l'État avec tous les agents publics de l'État. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans des ministères, par exemple, ou les professeurs, les policiers, voilà, ce sont des personnes qui travaillent pour la fonction publique de l'État. Il y a aussi le versant hospitalier, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, et enfin les personnes qui travaillent dans le versant territorial, dans les mairies, dans les conseils départementaux ou les conseils régionaux. Alors, pourquoi s'intéresser au métier de la fonction publique? Premièrement, parce que la fonction publique, c'est le premier employeur de France. Il y a plus de 5,5 millions d'agents publics. Donc, c'est important de s'intéresser à ces offres-là, parce que ce sont des métiers qui ont du sens. Et enfin, parce que lorsqu'on est en situation de handicap, il y a tout un panel d'accompagnement qui est mis en place. Alors, moi, je voulais vous parler rapidement de la façon dont on recrute dans la fonction publique et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Lorsque vous êtes à l'intérieur de la fonction publique, l'accompagnement qui est proposé, et puis vous dire un mot aussi sur la culture de l'inclusion qu'on promeut au sein des collectifs de travail de la fonction publique. Alors, pour rentrer dans la fonction publique, quand on est en situation de handicap, on peut évidemment y rentrer par les voies classiques, les voies de droit commun. Alors, par concours ou sur contrat. Il y a aussi, et c'est ça qui est important de savoir, il y a des procédures qui sont spécifiquement réservées aux personnes en situation de handicap, et je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Et enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut entrer dans la fonction publique via l'apprentissage. Et là encore, pour les personnes en situation de handicap, il y a des petites particularités qu'il est important de connaître. Oui. J'ai une petite question, je ne sais pas si on m'entend. Moi, je suis déjà agent territorial, je suis militant syndical, je m'occupe d'un collectif d'agents de la ville de Paris.
fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui sont, par exemple, reconnus inaptes à leur poste dans la fonction publique qui aimeraient changer pour faire de la mobilité, soit dans le cadre de la PPR ou d'un reclassement, en fait, avant qu'ils soient vraiment reconnus inaptes. Le souci, c'est que ces annonces de recrutement dérogatoire, aussi bien dans n'importe quelle fonction publique ou la ville de Paris, il faut aller sur le site de chaque collectivité, il faut aller sur les bulletins officiels des ministères pour trouver en fait les emplois, les concours réservés. Et moi, ça gagnerait pour moi à être mis qu'il y ait une plateforme avec l'emploi, comment dire, pour les trois versants publics, trois versants de la fonction publique, et avec tous les concours dérogatoires, et que ça soit beaucoup plus simple en fait pour les externes, c'est-à-dire les agents qui veulent faire de la mobilité pour s'y retrouver, parce que sinon moi je suis obligé de passer du temps en fait pour enseigner les agents, aller sur chaque ministère, chaque collectivité, et j'espère qu'on aura une plateforme de l'emploi du handicap pour la fonction publique. Voilà, c'était un peu pieux. Non, non, mais merci pour cette observation. On en est conscient. Alors aujourd'hui, il y a quand même une plateforme qui a vocation à rassembler toutes les offres du secteur public. C'est la plateforme Choisir le service public. C'était l'atelier précédent. Et en principe, il y a tous les recrutements par la procédure dérogatoire. Donc c'est les recrutements initiaux. Ils sont rendus publics sur ce portail-là. On essaye d'y rassembler toutes les offres. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, on a le plus souvent les offres de la fonction publique de l'État que des deux autres versants. Notre ambition, c'est d'étendre aux deux autres versants. Et notre ambition aussi, c'est de rendre les offres qui sont accessibles par la procédure réservée aux personnes en situation de handicap encore plus visibles, avec une page ad hoc. Voilà. Pour l'instant, c'est en projet. Et sur la PPR et les reclassements, peut-être peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, puisque là, on parle plutôt, effectivement, mais on va l'aborder aussi, hein, des procédures de recrutement dans la fonction publique. Et puis après, il y a tout ce qui est accompagnement des parcours professionnels et bien entendu, les enjeux d'évolution et de reconversion qu'on va aborder ensemble. Après, pour compléter, c'est vrai que, en principe, toutes les offres d'emploi sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Mais on est d'accord avec vous, il y a quand même un intérêt particulier à signaler les procédures spécifiques. Donc, on le disait, pour entrer dans la fonction publique, il y a les voies de recrutement classiques. Dans la fonction publique, on est recruté en principe par concours, par voie de concours. Donc les concours, c'est bon, voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'agents publics dans la salle. Donc vous le savez, des procédures écrites, des épreuves écrites et des épreuves orales. Lorsqu'on est en situation de handicap, il y a des aménagements d'épreuves. Vous pouvez demander un tiers-temps. Vous pouvez demander, si vous en avez besoin, une salle particulière, la mise à disposition d'ordinateurs, l'adaptation des sujets en braille ou en gros caractères. Pour avoir ces aménagements-là, il faut vous adresser à l'autorité qui organise le concours, un peu en amont des épreuves, pour qu'ils aient le temps de tout mettre en place et de tout préparer. Et tout ça, cet aménagement, il est fait sur prescription d'un médecin agréé. Vous allez voir votre médecin, un médecin agréé, qui va faire une attestation selon laquelle vous avez besoin de ces aménagements-là. Vous pouvez aussi être recruté sur contrat. Et on en arrive aux procédures dérogatoires. Alors, c'est des procédures de recrutement sans concours, où les personnes sont recrutées sur le fondement d'un contrat qui dure en général entre 6 mois et 1 an. Pendant cette période de contrat, vous bénéficiez de la même rémunération que la personne qui aurait réussi un concours. Et aussi, surtout, vous avez des formations. Et à l'issue du contrat, il y a une évaluation des compétences que vous avez pu développer. Et si tout s'est bien passé, vous êtes titularisé. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet d'éviter les épreuves de concours écrites, les écrits, les oraux dont on a parlé. Et voilà. Donc, c'est une procédure de recrutement simplifiée. Juste pour compléter, toutes les voies de recrutement qu'on vous présente sont des voies donc, qui existent dans les textes, mais tous les employeurs publics ne les mettent pas forcément en œuvre pour tous les emplois qu'ils proposent. Voilà.
Donc effectivement, d'où la nécessité ensuite de consulter le site, choisir le service public, ou si vous avez identifié un employeur public qui vous intéresse particulièrement, de le contacter, d'envoyer éventuellement une candidature spontanée pour voir effectivement parmi tous ces outils ce qu'il mobilise, parce qu'après il y a des choix de politique de ressources humaines qui sont différents d'un employeur public à l'autre, et puis les besoins sont pas les mêmes en termes de recrutement. Et donc voilà, là on vous présente toute la palette des possibles, mais ensuite effectivement chaque employeur public choisit et construit sa politique handicap avec certains outils. On est bien d'accord que ces regroupements dérogatoires ne concernent que les candidats externes, les agents qui seraient déjà dans la fonction publique, qui verraient un concours, je ne sais pas moi, Merci, sur la ville de Paris, qui voudraient candidater, ce sera nous. Oui, alors peut-être que c'était pas prévu, mais on va vous dire ce qui existe pour les agents qui sont déjà dans la fonction publique. Oui, on va continuer. Mais voilà, dans la présentation. Oui, alors sur les politiques qui sont, en effet, il y a certains employeurs publics s'investissent davantage, mettent davantage en place ces voies de recrutement dérogatoires. À titre d'exemple, la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, est extrêmement active. Et par exemple, cette année, il y avait alors j'ai plus les chiffres en tête, je vous les dirai tout à l'heure, beaucoup de recrutements d'inspecteurs de finances publiques, de contrôleurs de finances publiques ou d'agents administratifs qui ont été mis en œuvre. De façon générale, dans les ministères sociaux aussi, il y a des recrutements par la voie dérogatoire pour les emplois d'inspecteurs du travail ou de directeurs d'hôpital ou Oui. Donc voilà, il faut être attentif et regarder régulièrement la plateforme Choisir le service public. Une autre façon, quand on est intéressé par la fonction publique d'y entrer, c'est l'apprentissage. Donc l'apprentissage, évidemment, c'est comme dans le secteur privé, une façon de se former sur le terrain, tout en découvrant un univers professionnel, tout en étant rémunéré. Et comme dans le secteur privé, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de condition d'âge. Et comme dans le secteur privé, il y a des aménagements de postes qui sont possibles pour les apprentis. L'intérêt, c'est que aujourd'hui, une expérimentation est en cours qui permet, lorsqu'on est apprenti en situation de handicap, de se faire recruter par son employeur, c'est-à-dire au terme de son apprentissage, d'être titularisé. C'est une expérimentation qui a débuté en 2020 et dont on espère qu'elle va être généralisée. Juste pour compléter, le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, dont je suis la directrice, intervient et peut effectivement, comme l'a dit Catherine, accompagner financièrement les employeurs publics et les centres de formation d'apprentis qui accueillent des apprentis en situation de handicap. Donc si vous êtes en situation de handicap, si vous voulez vous inscrire dans un parcours d'apprentissage pour apprendre un métier, être diplômé et par là même découvrir l'univers de la fonction publique, sachez que si vous avez besoin d'aménagement de poste, si vous avez besoin d'aide financière pour le transport domicile-travail, le FIPHFP vient financer et apporte des aides à votre employeur public afin que effectivement ce ne soit pas un frein à votre recrutement en tant qu'apprenti au sein de la fonction publique. Une question en fait, parce que j'ai déposé à Madame Lancès-Romer avec les RH de la ville de Paris qui a répondu, mais je pense que j'aurais besoin des lumières de la Direction générale de l'administration de la fonction publique. Quand on a des agents qui sont encore une fois reconnus handicapés, qui sont par exemple en cours, c'est-à-dire que le handicap ce n'est pas de naissance, il est acquis à cause d'un accident du travail. Ces personnes-là souhaiteraient changer de branche. Donc du coup, il y a effectivement la PPR, on en parlera, mais il y a peut-être mieux que ça. Il y a la possibilité pour un agent qui trouve un terrain handicapé, je parle, un agent qui est déjà agent public, il trouve un terrain de stage, il trouve une collectivité ou une administration qui est prête à le recruter. Donc il a déjà, verrouillé tout ça. Il trouve un organisme de formation pour préparer le diplôme. Quand il a réuni ces deux choses-là, il pose une disponibilité pour convenance personnelle et il devient donc apprenti pendant 1 ou 2 ans, du coup faire une formation qualifiante. La seule règle, c'est qu'on n'a pas le droit des titulaires et des contractuels parce que dans la même administration. C'est la règle, c'est-à-dire qu'en gros,
même si on est fonctionnaire invalide, j'ai envie de dire ça, où on voit le naître, on ne pourra jamais faire un contrat d'apprentissage dans sa collectivité ou son administration. Par contre, si vous trouvez une autre administration qui est prête à vous prendre, si vous avez donc le contrat d'apprentissage et l'école, vous faites une disponibilité, donc du coup vous êtes plus rémunéré par votre employeur d'origine, donc du coup c'est neutre, et vous serez donc, vous aurez donc un salaire qui correspond donc en fonction de votre âge. En général, c'est des gens qui ont au-delà de 26 ans. À peu près, ça va jusqu'à 1800 €, quelque chose comme ça, ou 700 €, je vais laisse corriger. Et justement, j'aimerais, en fait, on n'en parle pas assez de cette possibilité-là, qui n'est pas très connue, seulement sur des blogs de fonctionnaires bien au courant, mais ça serait bien que la direction générale de l'administration de la fonction publique déjà verrouille ça, valide ça d'un point de vue purement juridique, et puis puisse donner l'information, parce qu'en fait, on a quand même des agents, par exemple chez nous, en région parisienne, pas qu'à la ville, hein, dans toute la banlieue, qui sont originaires des DOM, des départements d'outre-mer, et qui auraient la possibilité en fait, de se rapprocher de chez eux. En plus, c'est des gens qui ont 50, 55 ans. Vous savez, ça arrive toujours, les problèmes de santé arrivent toujours à cet âge-là. Et en fait, ils auraient la possibilité, donc, du coup, de préparer un diplôme, et puis d'intégrer peut-être la collectivité des DOM qui sont... Oui. C'est vrai que c'est une pratique dont moi je n'avais pas connaissance. C'est intéressant, il faudrait qu'on puisse l'expertiser juridiquement. Je vous laisserai mes coordonnées à l'issue de du petit atelier pour que vous puissiez nous poser la question et qu'on puisse regarder ce qu'il en est. Donc je poursuis. Donc voilà, je vous ai présenté le panel des possibilités pour entrer dans la fonction publique lorsqu'on est étudiant ou on n'est pas encore agent public. Pour trouver les concours, ils sont tous sur le portail de la fonction publique, donc le site internet de la DGAFP. Et vous allez aussi y trouver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les recrutements qui sont proposés par les employeurs publics par la voie de la procédure dérogatoire dédiée aux personnes en situation de handicap. Vous allez aussi y trouver tous les emplois contractuels, donc CDD ou CDI. Et enfin, vous allez y trouver toutes les offres d'apprentissage, mais aussi de stage, parce que c'est quand on est étudiant, c'est aussi une façon de découvrir les métiers de la fonction publique. Une fois qu'on a été recruté, qu'on a passé en concours. Juste pour vous dire que au FIPHFP, on a rédigé une petite brochure sur intégrer la fonction publique. Donc effectivement, c'est pour des personnes extérieures, étudiantes ou en recherche d'emploi, dans un projet de reconversion professionnelle, où vous retrouverez un certain nombre d'informations, les liens vers certains sites qui ont été présentés là, avec les différentes, au-delà du droit commun qui est bien sûr ouvert à tous, hein, il n'y a aucune discrimination, les voies dérogatoires et les aménagements spécifiques qui peuvent vous être proposés par certains employeurs publics. Donc, on va vous les distribuer. Hein. Sinon, n'hésitez pas à passer sur le stand du FIPHFP. On est vraiment tout au bout. Vous ne pouvez pas nous rater si vous souhaitez avoir davantage de documents. Oui, tout au bout par là, vers la sortie. Peut-être qu'avant d'aborder l'accompagnement dans l'emploi et l'accompagnement des parcours, il y a quelques questions de certains d'entre vous sur l'intégration. Est-ce qu'il y a des étudiants parmi vous ? Oui. D'accord. Et du coup, vous êtes intéressé par la fonction publique, les métiers ? Vous souhaitez passer des concours ou... En fait, il est sortant de lycée professionnel. En fait, il n'a pas obtenu son diplôme et il voudrait passer par un dispositif d'insertion par la voie d'apprentissage et autres pour intégrer la fonction publique en faisant justement des formations pour se recycler et fonctionner dans cette manière. Oui, alors il y a des dispositifs, l'apprentissage, ce serait très très adapté. Donc vous avez les offres d'apprentissage qui sont aussi sur la plateforme. Et une fois que l'apprentissage est mis en place, il faut demander à l'employeur la mise en place de tous les aménagements qui sont nécessaires.
et qui vont être prescrits par le médecin du travail. Et il faut savoir que lorsqu'on est apprenti en situation de handicap, mais voilà, je ne vais pas dire à la place de Marine Neuville, mais tout ce qui concerne les aménagements, tout ce qui concerne le coût de la formation pour l'employeur et aussi le salaire de l'apprenti en situation de handicap, il y a des aides de la part du FIP. Oui, des aides très, très importantes. Donc effectivement, c'est pas un sujet financier en fait pour les employeurs publics aujourd'hui, l'apprentissage, hein, grâce notamment aux aides du FIP, HFP. Après, c'est l'enjeu pour l'employeur public, c'est d'avoir plutôt des missions à proposer et des tuteurs pour les apprentis aussi. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, vraiment, nous on soutient le développement de l'apprentissage qui se développe beaucoup. Les 3 versants de la fonction publique, donc État, collectivité locale, fonction publique hospitalière, particulièrement dans les collectivités locales et dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, avec une grande variété de métiers, comme a pu le dire Catherine Leroy. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Choisir le service public ou si vous avez aussi des employeurs publics à proximité de chez vous, vous pouvez aussi les consulter. Il y a aussi un site spécifique sur l'apprentissage mis en place par l'État qui concerne à la fois le secteur privé et public. Vous pouvez aussi la bonne alternance. les centres de formation des apprentis. Voilà. Mais vous trouverez toutes les informations sur le site de l'apprentissage Alors, sinon, vous pouvez aussi vous adresser au Cap Emploi qui normalement ont toutes ces informations et qui vont pouvoir vous orienter. Et alors, je vois qu'il y a une question, mais je voulais juste dire que il y a aussi des dispositifs de droit commun, donc qui s'adressent à tout candidat, y compris aux candidats en situation de handicap, qui sont les dispositifs PACT. Ce sont des contrats qui s'adressent à des personnes sans qualification, c'est-à-dire qui ne sont pas titulaires du bac. Et ce sont des contrats qui peuvent donner lieu aussi à titularisation. Et c'est plutôt des emplois non qualifiés de catégorie C. Mais voilà, c'est une façon d'entrer dans la fonction publique aussi. Alors, madame avait une question, et puis après monsieur. Peut-être qu'on va prendre plusieurs questions pour y répondre en même temps, puis ensuite passer à la deuxième partie, parce qu'il y a beaucoup d'agents publics qui sont intéressés par l'accompagnement des parcours. Oui. Alors, le premier réflexe, c'est d'aller sur la plateforme Choisir le service public. Vous l'avez fait. Et vous avez trouvé les offres d'apprentissage. Il y a à peu près 1500 offres en ce moment, plutôt dans le versant État. Et souvent, on recherche des gens qui sont en effet en M1 ou en M2 sur divers domaines. Très souvent, le domaine juridique, mais ça peut être aussi en communication, le secteur numérique. D'accord. D'accord, oui, non, mais c'est une affaire familiale et collective, c'est très bien. Oui, c'est ça, les recrutements, c'est en ce moment. Et en effet, monsieur, vous avez tout à fait raison. La deuxième étape, c'est d'aller voir sur le site des employeurs publics parce que parfois, il y a des offres très spécifiques. Vous pouvez faire aussi des candidatures spontanées. Et en effet, sinon, il y a la plateforme du ministère du Travail, public-privé, qui s'appelle La Bonne Alternance. Voilà. Voilà. Alors, il y avait monsieur et après monsieur. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation.
Alors oui, pour toutes ces questions qui sont liées au non-respect des droits, effectivement, vous pouvez saisir le défenseur des droits qui justement étudie ensuite votre dossier et va ensuite solliciter les employeurs concernés pour comprendre et, si nécessaire, effectivement, rappeler les textes, rappeler la loi. Et donc, voilà. N'hésitez pas à saisir le défenseur des droits. Il y a une antenne dans chaque... Il y a des permanences qui sont organisées dans chaque région, notamment en Ile-de-France. Il y en a plusieurs. Vous pouvez les rencontrer. Effectivement, leur faire part des difficultés que vous rencontrez, parce qu'effectivement, ce n'est pas normal que, selon le CV que vous envoyez, il y ait plus ou moins de retour. Et donc, il faut absolument le signaler pour que le défenseur des droits se saisisse du sujet et fasse respecter vos droits et fasse respecter tout simplement la législation et le principe de non-discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. Et en complément, vous pouvez aussi saisir les dispositifs de signalement que chaque employeur public doit mettre en place et qui sont accessibles aux candidats à un emploi. Voilà, ce sont des dispositifs internes qui ont vocation à traiter les discriminations et ce que vous avez fait finalement, c'est une sorte de testing. Et oui, tout à fait. Non, mais ça confirme ce qu'on sait déjà. Nous, à la DGAFP, on est conscient des biais qui peuvent exister chez les recruteurs. Et on s'emploie à déployer des formations, des sensibilisations à comment recruter sans discriminer, des sensibilisations à qu'est-ce que c'est un handicap et comment accueillir des agents en situation de handicap dans la fonction publique, parce qu'on est conscient que les personnes en situation de handicap, c'est aussi un vivier de compétences. Et il ne faut pas que les employeurs publics se limitent et réduisent la taille des candidats potentiels. Il faut vraiment ouvrir à un large spectre de candidats. Donc nous, c'est notre ambition et on déploie. Il y a encore du chemin à faire, on en est conscient, mais on y viendra un peu plus tard tout à l'heure. Oui, merci pour la transition. On y arrive. C'est ce qu'on voulait vous dire dans cette deuxième partie. Une fois qu'on est recruté, évidemment, l'employeur va d'une part mettre en place tous les aménagements nécessaires qui vous sont utiles pour exercer vos missions dans de bonnes conditions. Et puis, sur le déroulement des parcours professionnels, alors c'est quelque chose qui démarre. On va mettre en place aussi des accompagnements particuliers. Alors, déjà, quand vous êtes recruté, le premier acteur, votre premier interlocuteur, la personne ressource, c'est le référent handicap. Dans les administrations, chaque personne doit pouvoir discuter, parler avec un référent handicap qui va être là pour vous faciliter la vie. Il va être là notamment pour mettre en place les aménagements, pour étudier avec vous ce dont vous avez besoin. Il va être là aussi pour vous informer sur vos droits. Si vous voulez progresser dans la carrière, passer des examens professionnels, changer de poste, c'est lui qui va vous aiguiller, vous donner de l'information. Et c'est lui aussi qui va faire le lien avec les autres services dont vous aurez besoin, le service de la médecine du travail, les ressources humaines. Donc le référent handicap, c'est le pivot et c'est le chef d'orchestre de tous les acteurs RH notamment. Si je peux compléter, c'est aussi lui qui va solliciter auprès du FIPHFP les aides dont vous pouvez avoir besoin en termes, j'en parlais, d'aménagement de poste, de transport domicile-travail, d'accompagnement dans un projet de reconversion ou de formation. Donc les référents handicap, sont vraiment, c'est un réseau d'ailleurs que nous animons au FIPHFP. On organise des événements, des webinaires régulièrement pour les former, pour qu'ils aient une bonne connaissance finalement de toutes les aides et de tous les dispositifs aussi. On parlait de Cap Emploi par exemple, qui peut accompagner les agents publics, qui existent pour vous accompagner dans votre parcours professionnel. Donc si vous avez une difficulté, bien sûr, le premier référent de proximité, j'allais dire, c'est votre manager, c'est votre encadrant, mais parfois, le contact avec l'encadrant passe plus ou moins bien, ou alors vous avez des besoins qui dépassent
ses compétences. Et c'est vraiment le référent handicap qui est un tiers extérieur à votre service avec une formation, une expertise dans le champ du handicap et qui peut vous accompagner et qui connaît l'ensemble des dispositifs et des aides que vous pouvez vous mobiliser pour accompagner votre parcours. Par rapport au référent handicap, est-ce que, d'après la loi 2005 sur le handicap, est-ce que dans la fonction publique, les référents handicap sont obligatoires dans toutes les administrations? Est-ce qu'il y a un quota? Est-ce que c'est un référent handicap pour X agents handicapés ou X agents au total? Et en plus, nous, on remarque dans un établissement de Paris, c'est qu'en théorie, il y a même un règlement qui dit que quand il y a un bâtiment administratif, ça peut être la fac de Nanterre, mais ça peut être un bâtiment de la ville de Paris, il doit avoir à entrer une affiche où est indiqué précisément où se trouve le référent handicap, son bureau, etc., bien en ligne, un peu comme vous savez les consignes incendies, etc. Et la première question, c'est savoir si les référents obligatoires sont-ils obligatoires par rapport à tant d'agents, parce que nous, on a des directions, on n'a pas de référent. Alors, question un peu, sensible. Les référents handicap, c'est obligatoire. C'est dans la loi. Pour la fonction publique, c'est une loi qui date de 2019 et qui nous dit tout agent doit pouvoir consulter un référent handicap. Après, le rôle, les missions des référents handicap, ils ont été précisés dans une circulaire qui a été publiée, en 2022, mais il n'y a pas de quota de temps de travail que le référent handicap consacre à cette fonction-là. Alors parfois, notamment dans les ministères, le référent handicap, il s'occupe à temps plein de ses fonctions, mais parfois il est sur d'autres fonctions, parfois c'est un responsable administratif et qui va consacrer une partie de son temps de travail à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué de tout gérer pour ces personnes. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une fiche métier dans le répertoire des métiers de la fonction publique qui décrit les fonctions du référent handicap, mais sur les modalités très pratiques de mise en œuvre, là c'est laissé à la libre organisation de chaque employeur public. Tout dépend aussi de la taille de l'employeur public. On a des très gros employeurs, je pense au ministère, qui ont des missions handicap avec plusieurs personnes et qui ont même des référents dans les services déconcentrés. On a des tout petites collectivités locales où là cette mission est assurée par un gestionnaire de ressources humaines. Mais effectivement, il n'y a aucune obligation en termes de nombre de personnes, nombre d'ETP, temps de travail consacré à ces missions. L'obligation, c'est que chaque agent puisse contacter quelqu'un, en général au sein du service des ressources humaines, qui sera formé, compétent et qui pourra l'accompagner dans son parcours. Voilà. Et ce qui est important, c'est que les référents handicap sont soumis à une obligation de confidentialité. Donc voilà, vous pouvez leur parler en toute liberté. Voilà. Et ça, c'est quand même appréciable. Par exemple, si vous souhaitez que le manager ou l'équipe ne soit pas informé, c'est possible aussi. Alors, en termes d'aménagement de poste, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Mais vous le savez peut-être déjà. Déjà, il faut savoir que l'aménagement de poste, il se fait au regard de la situation particulière des agents. Chaque situation est unique, chaque personne a des besoins qui lui sont propres et c'est pour ça que c'est le médecin du travail qui va vous écouter et qui va faire une prescription adaptée à la situation de chacun. Et avec l'aide du référent handicap, ces aménagements vont pouvoir être mis en place. Alors, les aménagements, ça peut être des aménagements matériels, des bureaux à hauteur variable, des écrans adaptés. Ça peut être de l'organisation, la mise en place du télétravail. Ça peut être des aides humaines avec des assistants professionnels qui viennent vous aider à accomplir les missions. Voilà, ça peut être tout type d'aménagement. Ce dont vous allez pouvoir bénéficier aussi grâce aux référents handicap, ce sont des formations continues, même un peu comme tous les agents publics, mais des formations qui normalement doivent pouvoir être adaptées aussi. Et puis, en particulier dans la fonction publique de l'État, il est aussi possible de mobiliser des prestataires extérieurs
qui, si vous avez un besoin en termes d'insertion dans l'équipe, si voilà, vous sentez qu'il faut expliquer des choses à vos collègues, mais que vous avez pas les mots ou pas l'envie de leur expliquer vous-même, vous avez besoin d'un tiers. Il y a des sensibilisations d'équipes, de collectifs de travail sur le handicap qui viennent faciliter l'insertion professionnelle. Oui, je dirais qu'en termes d'aménagement de poste, dans la fonction publique, on sait bien faire tout ce qui concerne pour tout ce qui concerne le handicap physique ou sensoriel. Depuis 20 ans, depuis la création de l'obligation d'emploi pour les employeurs publics et la création du FIP-HFP, on a vraiment mis en place des dispositifs juridiques, financiers, qui permettent d'aménager les postes. Aujourd'hui, l'enjeu, il est plutôt d'accompagner les personnes qui sont dans des situations de handicap invisibles, et il y en a énormément dans le champ du travail, notamment les handicaps psychiques ou les handicaps liés aux troubles de l'autisme, aux troubles du neurodéveloppement. Et pour ces personnes-là, effectivement, c'est pas un aménagement de poste physique. Ce sera plus, comme le disait Catherine Leroy, des aménagements organisationnels, un aménagement de l'espace de travail, les horaires, la façon de passer des consignes également. Et il y a un dispositif qui existe pour ces personnes qui a été créé en 2016 récemment, mais qui concerne aussi les agents publics, qui est l'emploi accompagné. Donc, qui peut être mobilisé sur prescription de Cap Emploi et France Travail, notamment, qui accompagnent les personnes dans leur recherche d'emploi et leur parcours professionnel, où là, effectivement, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier ce qu'on appelle un job coach, finalement, qui va les accompagner dans leur recherche d'emploi. Mais une fois qu'ils sont recrutés dans la fonction publique, ces personnes peuvent aussi intervenir pour accompagner le collectif de travail, les collègues, l'encadrant ou la personne à toutes les étapes de son parcours professionnel. Quand on parle d'adaptation de poste, par exemple, j'ai un collègue en fait, qui a un trouble autistique, mais il est très sensible au bruit, ce qui fait que c'est quelqu'un qui travaille dans une cantine scolaire, dans un collège, et en fait il y a énormément de bruit, ça lui donne des migraines pas possibles, il est obligé de sortir, de faire des crises, et donc du coup il y a eu un aménagement, en fait on lui dit tu vas à la loge, tu vas tenir à la loge pendant que la gardienne n'est pas là, etc. On essaye de bidouiller. Donc du coup, il est moins en service de cantine, il est plus à la loge du collège. Après, le problème, c'est qu'il a on appelle ça un secteur, à nettoyer en fait, parce que c'est un agent, un AT2E dans un collège, c'est-à-dire qu'il est agent de nettoyage. Et le souci, c'est qu'il a aussi un problème au niveau du bras. Donc du coup, il travaille moins vite que les autres, il a un secteur plus important, et des fois, quand son secteur n'est pas fini, parce que ça lui arrive aussi de partir en vacances ou de venir en formation syndicale, par exemple, il n'est pas là, et donc du coup ses collègues ne prennent pas son secteur en disant on ne va pas faire le boulot d'handicapé en fait. Et donc, et donc du coup il reprend avec un jour d'absence, il se retrouve avec tout son secteur encore plus cradaille, parce que dans un collège, vous savez, c'est tout ça, les élèves. Et donc du coup il se retrouve encore en difficulté, et du coup maintenant on parle maintenant d'une mutation en fait, c'est-à-dire de dire en fait voilà, visiblement il n'est pas adapté, votre état de santé ne rend pas possible la pérennisation de ce poste, donc on lui demande de trouver un autre poste dans la mobilité. Je trouve ça un petit peu... Oui, alors il faudrait regarder plus en détail la situation de cette personne. Déjà, par rapport au bruit, il y a des casques anti-bruit qui existent. Il y a beaucoup de dispositifs qui permettent justement pour les personnes qui sont particulièrement sensibles justement de pouvoir s'isoler de ces bruits-là qui les perturbent dans leur vie personnelle mais aussi professionnelle. Ensuite, c'est là où c'est important effectivement, mais c'est tout le rôle de la mission handicap, en l'occurrence de la ville de Paris, de sensibiliser les encadrants sur ces situations-là, parce qu'effectivement, on le sait, on l'a vu tout à l'heure à travers les procédures de testing, à travers les CV, il y a encore le réflexe chez certains encadrants ou collègues de peur en fait face au handicap, et donc ça peut provoquer du rejet ou effectivement des réactions qui sont oui, elle est en situation de handicap, donc elle va être tout le temps absente, donc elle va être moins productive, je vais devoir faire son travail à sa place, tous ces préjugés, ces idées reçues, et donc là c'est important de former, sensibiliser, et dans une situation comme la vôtre où on sent que c'est bloqué au niveau de l'équipe, il faudrait clairement que la personne concernée
peut passer par vous, hein. Il faut en parler à la mission handicap de la ville de Paris, qu'elle puisse mettre en place un dispositif d'accompagnement de cette équipe en formant les encadrants, mais même tous les personnels, hein, il y a des prestataires externes qui font ça très bien, ou même par une formation interne, pour que les gens comprennent finalement ce que c'est que le handicap, quel impact ça a, et que si la personne, oui, elle est un peu plus absente ou parfois moins rapide, c'est pas parce qu'elle veut pas travailler, c'est pas parce qu'elle est feignante, mais c'est juste parce que son handicap induit des limitations, des contraintes, une fatigue physique ou nerveuse plus importante, et que donc il faut adapter aussi ces tâches à cette personne. Alors après, il faut examiner la situation de travail, et la médecine du travail est là pour ça aussi, hein, en lien avec l'encadrant et les ressources humaines. Est-ce que les aménagements sont possibles pour que la personne reste dans son poste et puisse exercer ses missions dans de bonnes conditions, ou est-ce que finalement c'est trop compliqué et finalement ça mettrait l'agent lui-même en difficulté, et donc dans ces cas-là, il faut peut-être travailler avec lui sur un projet d'évolution professionnelle. Voilà, exactement. Tout à fait ça. Voilà, dans certains cas on peut, dans certains cas c'est quand même extrêmement complexe, coûteux, et ça met l'agent lui-même en difficulté, ce qui n'est pas l'objectif. Donc il faut effectivement l'accompagner pour voir voilà, dans quel environnement il serait le mieux en fonction de ses capacités et des aménagements qu'on peut mettre en place. Oui, dans la situation que vous décrivez là, il y a plusieurs parties, hein. Il y a la partie aménagement, et l'aménagement, c'est aussi l'organisation du travail, et la partie sensibilisation, discrimination, réaction de l'équipe. Et ce que nous dit le défenseur des droits, c'est que l'employeur, il doit aller jusqu'au bout de l'aménagement, il doit tout envisager. Donc là, en effet, comme on le disait, il faut regarder la situation vraiment concrètement. Est-ce que tout a été mis en place? Est-ce que voilà, l'employeur ne peut pas dire oh ben non, ça fonctionne pas, on va passer à une mutation. Il faut vraiment tout envisager, voilà, y compris voilà les sensibilisations de l'équipe. Oui, alors sur les parcours professionnels, c'est pour les personnes en situation de handicap, c'est un sujet dont on s'intéresse de un peu moins longtemps que les recrutements, et progressivement, on s'est rendu compte que une fois que les personnes étaient recrutées, il fallait aussi les accompagner pour qu'elles puissent connaître des évolutions professionnelles. Donc, il y a quelque chose qui est méconnu parfois quand on est agent public, c'est que lorsqu'on passe des examens professionnels pour progresser dans sa carrière, on a aussi droit à des aménagements dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a une expérimentation. Je ne pensais pas en parler aujourd'hui, mais comme je vois qu'il y a quand même pas mal d'agents publics, je pense que ça peut être intéressant. Une expérimentation qui a été mise en place en 2020 et qui permet à des agents en situation de handicap d'être détachés dans un corps de catégorie supérieure. Donc, je traduis pour les étudiants. Lorsqu'on exerce des missions dans la fonction publique, on peut, à titre provisoire, être placé en situation d'exercer des missions de niveau supérieur pendant un laps de temps défini. Et si, au terme de ce laps de temps, on considère que vous y avez exercé vos fonctions de façon satisfaisante, si vous avez les compétences nécessaires, alors vous pouvez être titularisé dans ce corps, dans cet emploi de catégorie supérieure. Et c'est une façon, pour les personnes en situation de handicap, d'avoir des évolutions professionnelles de façon un peu plus simplifiée. Et depuis peu aussi, autre dispositif, on est en train de mettre en place un programme d'accompagnement de personnes en situation de handicap pour leur permettre d'avoir de l'information, pour leur permettre d'avoir du coaching, pour leur permettre d'avoir des ateliers de partage d'expérience, et en vue de les booster pour développer leur parcours professionnel, pour concrétiser leur projet professionnel. C'est un programme là qui va se dérouler à l'automne, qui s'appelle Handitalent, et voilà, on espère que ce genre de programme va se démultiplier. En tout état de cause, il faut savoir que si vous avez besoin d'être accompagné dans votre parcours professionnel et que vous êtes en situation de handicap, le référent handicap est un recours. Et aussi, vous pouvez mobiliser les ressources de votre employeur qui parfois met en place du coaching
Parfois, il y a des ateliers de co-développement. En tout cas, il faut essayer de voir avec votre référent handicap ce dont vous pouvez bénéficier, et en particulier des formations Handi Talent. Alors, c'est un dispositif très expérimental. Il y a 60 places. Donc, bien sûr, ça ne va pas répondre aux besoins de tous les agents publics en situation de handicap. Mais on l'expérimente cette année, et c'est d'ailleurs financé par le FIPHFP et piloté, mis en œuvre avec la DGAFP. Là, un jury s'est réuni récemment pour sélectionner les candidats qui vont rentrer dans ce parcours à compter de l'automne prochain. Notre objectif à travers cette expérimentation, bien sûr, c'est pas de s'arrêter là, parce que 60 agents, c'est pas assez, mais c'est de tester ce type de dispositif pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qu'il faut ensuite continuer à développer, et qu'après, on puisse aller voir chaque employeur public en leur disant, voilà, on a testé pour accompagner les parcours des personnes en situation de handicap, le co-développement, ça marche, le tutorat, le mentorat, ou alors il faut plutôt axer sur tel ou tel dispositif. Allez-y, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir piloter au niveau national un dispositif pour l'ensemble des agents de toutes les fonctions publiques, de toute la France, métropole et outre-mer, c'est illusoire. Donc cette expérimentation, c'est vraiment pour démontrer l'intérêt et valoriser ce qui fonctionne pour qu'ensuite les employeurs publics par eux-mêmes puissent mettre en place ces dispositifs pour que ça puisse toucher tous les agents publics, puisqu'effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en termes d'évolution de carrière. Alors, il y a des évolutions subies. On va peut-être en reparler tout à l'heure avec la PPR ou autre, mais il y a aussi l'évolution, choisie. Les carrières, elles sont de plus en plus longues à cause du décalage de l'âge de départ en retraite. Et donc, il faut que chaque agent puisse progresser dans son parcours, qu'il soit en situation de handicap ou pas. Et là, finalement, on a des phénomènes d'autocensure des deux côtés. Du côté, clairement, des encadrants qui recrutent et des services de ressources humaines, on en parlait, des CV qui ne sont pas forcément lus jusqu'au bout, des personnes qui ne sont pas reçues, des craintes, et ça on y travaille à travers des actions de formation, sensibilisation qu'on organise aussi au FIPHFP à destination des employeurs publics. Mais il y a aussi de l'autocensure chez les agents en situation de handicap, c'est-à-dire que certains n'osent pas, ils se disent c'est pas pour moi, je vais pas être capable, ça va être trop difficile, et donc on a aussi un accompagnement à faire auprès de certains agents publics pour leur donner confiance et surtout leur ouvrir davantage l'éventail des possibles. Tout n'est pas possible, puisque effectivement, tout dépend aussi de leur projet, de leurs compétences, des besoins de l'employeur. Mais en tout cas, on pense que cet accompagnement, il pourra être très utile pour donner un coup de pouce à ceux qui ont envie de mobilité, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre et par où aller. Et puis après, mais on va peut-être en parler un peu plus tard. Après, il y a effectivement la mobilité qui est plus subie du fait d'une inaptitude, et donc d'où la nécessité de rentrer dans un parcours de reconversion professionnelle. Et sur ce sujet-là, comme le disait Catherine Leroy, il y a des acteurs extérieurs qui peuvent vous aider, notamment les Cap Emploi. Les Cap Emploi, qui sont des dispositifs financés aussi par le FIPHFP, qui accompagnent les personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi, mais aussi les personnes en emploi, salariés comme agents publics, et effectivement parfois pour accompagner une reconversion professionnelle quand il y a des situations un peu complexes ou quand l'employeur n'a pas les expertises en interne ou quand il faut mieux que ce soit une structure un peu extérieure à l'employeur et un peu neutre qui intervienne, le conseiller Cap Emploi, il a les compétences, les aptitudes, il peut aussi mobiliser des ergonomes, il peut aussi pour travailler avec la personne pour construire son projet professionnel et l'orienter vers les formations ou les postes qui pourraient correspondre à son projet et ses compétences. Juste par rapport à une petite discrimination dans le monde du handicap, c'est pas une vraie discrimination, c'est qu'il y a des procédures légales qu'on n'a pas parlé par rapport au recrutement, on appelle les emplois réservés. Et les gens qui ont été invalides suite à un attentat, victimes d'attentat, policiers blessés dans l'exercice de ses fonctions militaires et compagnie, ils ont le droit à une prise en charge. Ils sont, pas placés, on va pas dire ça comme ça, mais ils sont positionnés sur un emploi public beaucoup plus facilement qu'un handicapé civil qui va intégrer la fonction publique. Et je trouve que je ne vais pas minimiser l'effort, le sacrifice qu'ont fait ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions, mais je trouve qu'ils devraient aussi avoir un procédé un peu plus contraignant pour les employeurs publics pour recruter des personnes handicapées. Oui, il y a une procédure, il y a des emplois réservés pour les militaires et une procédure spécifique oui, et
voilà, pour les personnes victimes d'attentats. Voilà, c'est un peu, c'est un pas de côté par rapport au sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et pour en revenir au programme Anti-Talent, on a bien conscience en effet que c'est 60, c'est très peu sur les 500 000 agents en situation de handicap. Mais c'est la raison pour laquelle l'intérêt de Anti-Talent, c'est un programme, c'est un pas de côté par rapport à votre vie professionnelle classique. Mais les employeurs proposent aussi de leur côté des choses qui ressemblent, les accompagnements, voilà, du coaching. J'ai parlé d'ateliers de co-développement. Et voilà, il faut pouvoir aussi il faut savoir les mobiliser. Et c'est quand même parfois très utile. Et puis vous avez accès à tous les dispositifs offerts à tous les agents publics, surtout. Vous pouvez mobiliser, voilà, avec votre service de ressources humaines, votre compte personnel de formation pour vous former. Vous pouvez, j'allais dire, il faut pas. Il y a effectivement des dispositifs spécifiques qui sont nécessaires, mais vous avez accès à tous les dispositifs de formation, de bilan de compétences ou autres, et qui peuvent être proposés à tout agent public par vos employeurs. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir si vous avez un projet d'évolution professionnelle. Le bureau chez vous qui s'occupe des mobilités, qui s'occupe de la formation pour pouvoir bénéficier à plein de ce que votre employeur public propose, parce que souvent, c'est parfois méconnu et il y a quand même une offre qui peut être très riche chez les employeurs publics. Et plutôt, j'allais dire, vous pourrez commencer à construire votre projet professionnel, mieux ce sera, parce qu'effectivement, ça peut permettre d'anticiper parfois, malheureusement, une dégradation de l'état de santé ou une aggravation du handicap qui fait que du coup, il faut changer de poste. Et là, quand ça arrive de façon brutale et subie, c'est beaucoup plus compliqué que si c'est anticipé, que de vous-même. Voilà, vous avez pu évoluer dans votre parcours professionnel. J'ai cru voir des questions, mais non, pas de questions. Oui. Alors, oui, tout ce dont on vient de parler, ça s'adresse autant aux fonctionnaires titulaires qu'aux agents contractuels. C'est pour les agents publics. Alors, sauf... La PPR qui n'est pas accessible aux contractuels. La période de préparation au classement, c'est un des gens en écharpier, on s'équipe un noir, on édapte en fonction de son grade. Donc du coup, il faut se reclasser dans un autre camp. Il y a la période de préparation au classement qui dure entre 12 et 15 mois qui permet en fait de faire des formations pour rebondir. Ça, c'est pour les titulaires, mais pas pour les contractuels. Alors j'en avais pas prévu. Moi, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais on peut en dire deux mots. Donc, en fait, le reclassement, c'est quand l'agent public est reconnu inapte et on va lui proposer une reconversion, un autre métier. Et depuis peu, il y a la proposition préalable d'une période préparatoire au reclassement qui dure quelques mois et qui permet de découvrir, de s'immerger dans un autre environnement professionnel pour préparer justement ce reclassement. Et voilà, cette période a la vocation à identifier les besoins, les compétences et les aspirations de l'agent public concerné. Et alors, il y a un guide, moi je vous renvoie à un guide qui a été publié en début d'année par la DGFP, qui est sur le site, sur le portail de la fonction publique. On a également publié au FIPHFP un guide sur le maintien en emploi pour les 3 versants de la fonction publique qui est aussi sur notre stand. Donc pour les agents publics qui se posent des questions, n'hésitez pas à venir le prendre. Et puis bien sûr, le premier conseil que je vous donnerai, c'est lisez la documentation sur le site de la DGFP, sur le site du FIP. Comme ça, vous aurez déjà peut-être des idées en tête et ça permettra de nourrir la discussion. Mais surtout, allez voir la mission handicap ou le référent handicap pour voir avec eux comment ils peuvent vous accompagner et tout ce que peut proposer votre employeur public pour pouvoir mettre en place le plus tôt possible ces dispositifs, parce que ça prend du temps de faire évoluer son parcours, éventuellement de se former. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à aller les... Voilà, pour conclure, monsieur. Oui.
Non, il n'y a pas d'aide spécifique hein, quand vous êtes en fin de contrat, hormis effectivement les allocations chômage dont vous pouvez bénéficier. Alors par contre, dans ces cas-là, en tant que demandeur d'emploi, si votre contrat se termine avec un employeur public, moi je vous invite à aller voir, et le plus tôt possible, hein, en amont de la fin de votre contrat, l'agence France Travail ou l'agence Cap Emploi la plus proche de votre domicile qui va vous accompagner justement dans cette période. Et vous pouvez effectivement... Oui, mais vous pouvez aller les voir en amont. À partir du moment où vous avez, vous avez un courrier qui va signifier la fin de votre contrat et le fait qu'il ne sera pas renouvelé. Donc, sur cette base, vous pouvez les solliciter pour préparer effectivement la suite. Et avec France Travail et Cap Emploi, il y a possibilité de suivre des formations et de vous orienter pour vous orienter vers d'autres postes. En fait, la plupart des agents qui sont en fin de contrat, ils attendent d'avoir le document unique de l'employeur pour s'inscrire. C'est une grosse bêtise. Oui. Et je dis même aux agents publics qui sont même titulaires, ils peuvent s'inscrire. S'il y a vraiment des agents qui ont une mobilité professionnelle dans le privé, ils ont le droit de s'inscrire à France Travail en étant en catégorie E, c'est-à-dire actif, occupant déjà un emploi à la recherche d'un autre emploi. Donc c'est un peu compliqué parce que les conseillers de France Travail n'aiment pas beaucoup ça. Ce qui fait qu'ils n'aiment pas beaucoup ça parce que vous n'êtes pas indemnisé. D'accord ? Par contre, vous n'êtes pas indemnisé, mais vous avez droit à l'accompagnement au conseil en évolution professionnelle, aux ateliers CV, vous avez le droit d'être aiguillé dans votre recherche d'emploi. Si vous avez un handicap, vous serez mis en présence de Cap Emploi et vous allez pouvoir entamer plus tôt votre projet en fait, de mobilité. Il ne faut pas attendre en fait on peut s'inscrire en... Alors justement, moi j'ai dû accompagner moi-même des agents à France Travail parce qu'au départ on disait non, vous attendez d'avoir la lettre de licenciement, etc. ou la lettre de fin de contrat et en fait je leur ai expliqué, hein, texte à l'appui, parce que des fois, il y a un bulletin officiel, à l'époque ça s'appelait Pôle emploi, il y a des textes aussi qui régissent tout ça, le travail, et donc ils ont dit effectivement la catégorie E, mais ça les embête en fait, parce qu'ils vous inscrivent, vous comptez, vous n'êtes pas compté dans les chômeurs statistiques, vous savez, mais par contre vous avez droit à tout ce qui est conseil en évolution professionnelle. Et ça s'appelle la catégorie E, c'est actif, actif occupant déjà un poste à la recherche d'un autre poste. Voilà. Parce que ça existe ici, et donc le conseil en évolution professionnelle, c'est pour tout le monde. Et si vous êtes dans la fonction publique territoriale, monsieur, non, moi je suis à l'État. À l'État, tu as aussi accès aux conseillers en évolution professionnelle de ton ministère. On va peut-être juste vous dire quelques mots pour finir la présentation, et puis après, on sera disponible à l'extérieur pour répondre à vos questions, parce qu'il y a une autre conférence qui va démarrer. Pour finir, je voulais vous dire un mot du DUOD. Parce que pour répondre aussi à la question tout à l'heure, pour reprendre ce qu'on se disait sur la sensibilisation de l'ensemble des agents publics et en particulier des managers, des cadres sur le handicap, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des plans d'action handicap, il y a de la communication, des sensibilisations qui sont déployées à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a des employeurs publics qui se labellisent diversité et qui vont, de ce fait-là, avoir une attention particulière à tout ce qui concerne le handicap à chaque étape des ressources humaines. Mais voilà, je voulais vous faire un petit focus sur le DUOD, parce que le DUOD, ça permet, c'est une journée au cours de laquelle des personnes en situation de handicap vont former des binômes avec un professionnel du secteur public ou du secteur privé pour découvrir son quotidien. Donc, ça vous permet de découvrir un métier, un environnement de travail et de vivre l'immersion concrète. Et ça peut déboucher, alors c'est pas l'objectif principal, hein, mais ça peut parfois déboucher sur des opportunités de stage, d'emploi ou de formation. Donc voilà, c'est une façon d'entrer, de découvrir la fonction publique. Si vous êtes agent public, ça vous permet, vous, d'accueillir quelqu'un. Et si vous êtes étudiant, d'entrer, de mettre un pas dans la porte de la fonction publique. Voilà. Donc on va prendre des questions peut-être en marge, mais je voulais si vous engagez à assister, si vous êtes intéressé pour entrer dans la fonction publique, à la prochaine conférence qui va se commencer à 13h. Et puis
voilà, il y a le programme qui s'affiche. Donc on peut répondre aux questions parce qu'en fait, il n'y a pas de conférence qui suit. Alors, le duodé, non, il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. C'est une fois par an, c'est organisé par une association qui s'appelle l'ALG. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet. Si vous êtes intéressé, que ce soit en tant qu'administration qui accueille ou en tant que vous voulez être en binôme, il faut vous inscrire et mettre vos souhaits d'accueil ou d'affectation. Alors, effectivement, on le voit, il y a très peu finalement de jeunes en situation de handicap dans la fonction publique, et on le voit que le handicap arrive souvent au cours de la carrière professionnelle. Ça peut être un accident professionnel, un accident de vie personnelle, une maladie chronique, évolutive, ou tout simplement le vieillissement aussi. Après, l'important, c'est d'avoir déjà une reconnaissance administrative du handicap. Parce qu'à partir du moment... Voilà, c'est ça qui permet ensuite de déclencher l'accompagnement par la mission handicap, la médecine du travail. Et ensuite, effectivement, vous pouvez bénéficier, à partir du moment où vous avez cette reconnaissance administrative, d'un certain nombre d'aménagements possibles. Ensuite, si vous voulez évoluer dans votre parcours professionnel, effectivement, dans ces cas-là, comme pour les autres personnes, comme pour les autres agents publics, finalement, vous avez les leviers à disposition qui sont effectivement des référents mobilité, qui sont, ça peut être effectivement de passer des concours en interne avec les aménagements de postes proposés, passer des examens professionnels avec aussi les aménagements qui sont possibles, et voilà, ou même candidater de façon spontanée pour un autre poste. Les salons comme celui-ci vous permettent aussi de rencontrer beaucoup d'employeurs publics, État, territorial, hospitalière, pour déposer votre CV et voir quels sont les postes qu'ils peuvent vous proposer. Mais j'allais dire ensuite, oui, vous êtes dans une démarche de mobilité et d'évolution de parcours, et vous avez et vous confrontez à la fois aux mêmes opportunités, mais aux mêmes difficultés que n'importe quel agent public qui veut évoluer dans son parcours, effectivement. Après, là où la mission handicap peut vous accompagner, c'est que si vous avez des questions, par exemple, sur vous souhaitez peut-être accéder à telle fonction, mais vous pensez que vous avez besoin d'aménagement de poste, la mission handicap pourra vous dire oui, si vous accédez à telle fonction, on peut mettre en place tel aménagement, telle aide, tel dispositif d'accompagnement. Mais ensuite, c'est plutôt pour moi une logique d'évolution de parcours, et donc là de réflexion avec soit vos services des ressources humaines, soit peut-être les agences Cap Emploi, ça peut être dans le cadre d'un bilan de compétences, par exemple, réfléchir à effectivement là où vous en êtes dans votre carrière, quelles sont vos compétences, quelles sont celles que vous voulez acquérir et vers quel autre poste vous voulez aller. Agent prioritaire, puisque c'est votre cas, puisque vous êtes soit reconnu handicapé, etc. Vous avez droit donc à 5 ans de congé de formation professionnelle, dont 2 ans rémunérés. La première année à temps plein à 100% et la première année à 85%. Et encore à 85%, vous êtes en formation. Si vous tombez en dessous d'un certain seuil, vous pourrez récupérer en prime d'activité. Donc vous avez quand même la possibilité de vous former sur 2 ans. D'accord, en étant rémunéré par votre employeur public, ce qui permet quand même
Sauf que là où le bas blesse, c'est qu'il y a un budget en général, hein, il y a un budget dans les collectivités, dans les ministères, et en général, des fois, bah, c'est pas. En général, par exemple, à la ville de Paris, ça passe devant des commissions ad hoc, où c'est des gens qui jugent de la pertinence de votre projet, de sa faisabilité, de son intérêt, par exemple, à l'administration, ce que ça m'intéresse ou pas. Mais sachez quand même que dès le premier refus, vous pouvez aller en commission, en CAP, donc commission administrative paritaire, et de vous-même, donc c'est à vous de le saisir. Vous avez quand même votre congé de personnel de formation que vous pouvez mobiliser pour faire ne serait-ce que votre petit bilan de compétences au départ, avant de venir avec un gros projet de 2 ans d'absence. Parce que ce qui est dur à gérer pour les employeurs, c'est l'absence de l'agent public dans son poste pendant une longue période. Mais vous pouvez aussi négocier en faisant un congé de formation fractionné. C'est-à-dire que le lundi, mardi, mercredi, vous êtes au travail, le jeudi, le vendredi, vous êtes en congé de formation professionnelle. Ce qui permet, donc du coup, votre formation durera plus longtemps, évidemment, puisque c'est fractionné, c'est 2 jours, et ça permet de minimiser l'impact sur votre service, sur votre absence. Donc il y a quand même des possibilités, sauf qu'encore une fois, bah, les agents publics ne connaissent pas ces possibilités, et quand ils les connaissent, bah, il faut les mettre en œuvre correctement. C'est-à-dire effectivement, le référent handicap il peut vous aider. Il peut pourquoi pas, dans votre dossier de formation, mettre un petit gris-gris comme quoi il encourage cette formation, que c'est plutôt pertinent, et que ça correspond vraiment à un vrai besoin, etc. Mais effectivement, il faut vous faire accompagner. Alors, référent handicap, ça peut être aussi un syndicat aussi. Je vous le dis, parce qu'on a quand même notre rôle. C'est vrai, c'est vrai. En tant que représentant du personnel, voilà. Donc je ne sais pas si ça vous satisfait. Oui. D'accord. Sur un projet de mobilité, 2 choses en complément. La première, c'est comme tout agent public, vous pouvez aller voir un conseiller mobilité carrière. Ils sont là pour vous aider à refaire, mettre en avant vos compétences, refaire votre CV et vous orienter sur des choix de poste. La deuxième chose, c'est que depuis 2020, si vous avez des aménagements, en principe, vous pouvez les conserver quand vous passez d'un employeur public à l'autre, et même quand vous passez d'un employeur public à un employeur privé ou d'un employeur privé à un employeur public. Voilà, ça c'était dans la loi de 2019. C'est dans quel cadre vous avez été affecté dans le cadre en concours de la fonction publique? Non, toujours en reconversion. En reconversion? Parce que là, ouais. Après, c'est des procédures et des délais internes à l'employeur. Alors effectivement, 5 jours, c'est court, mais après, effectivement, je sais, voilà, il faut voir avec l'employeur comment il organise les parcours de reconversion professionnelle. excusez-moi, les référentes handicap, c'est à la Logo que vous allez? Comment? À la Logo? Pour la ville de Paris? Oui. Peut-être que monsieur pourra vous répondre. La question c'était Où est le référent handicap de la ville de Paris? Il y en a un dans chaque direction, normalement. Voilà. Et en fait, normalement, il y a sur le site de la ville de Paris, il y a la liste des référents handicap. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer. Sinon, vous avez le stand de la ville de Paris qui est là. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et comme ça, ils pourront aussi vous donner des informations sur leur organisation et qui contacter. Ils sont dans la zone par là-bas, zone fonction. Oui, ils sont sur le recrutement, mais ils connaissent quand même l'organisation de la mission handicap et des ressources humaines. Mais effectivement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le petit atelier. Alors, on vous souhaite, vous pouvez circuler, il y a tous les employeurs qui sont présents. Et pour le ministère de l'économie et des finances, il y a la mission handicap qui est présente. Voilà. Et ben, merci beaucoup pour votre participation active. Et voilà, j'espère que ça a apporté quelques éléments de réponse à vos questions. Puis n'hésitez pas à venir nous voir sur les stands. On pourra prendre le temps de changer plus longuement si besoin. Bonne fin de journée. Bon salon.